Vous êtes ici ce soir pour une raison bien particulière. Alors déjà, vous êtes Guerre à la guerre, on va vous présenter, mais le collectif Guerre à la guerre, qui est un collectif qui réunit différents collectifs préexistants. Alors il y a, pour nous nommer par exemple, les Soulèvements de la Terre, il y a Urgence Palestine, il y a des collectifs antifascistes, féministes. Enfin, c'est un véritable front qui a été créé. Vous allez peut-être nous en parler. Et donc vous êtes là plus précisément aujourd'hui parce qu'aujourd'hui s'ouvre le salon du Bourget, le salon de l'armement, qui est un des plus grands salons d'armement du monde, et que vous avez choisi cette date pour mener une semaine de mobilisation. On va mettre les visuels, puisqu'il y a plusieurs jours avec des manifestations, avec des prises de parole. C'est plusieurs jours de réflexion, d'action, de manifestation autour de la question de l'armement. Et vous avez choisi cette date du salon du Bourget. Donc vous proposez une mobilisation pour penser et agir contre le génocide en Palestine, contre l'économie de guerre et contre les marchands de mort qui se donnent rendez-vous au Salon du Bourget. C'est ce que vous écrivez. Alors, bienvenue. Alors, tu peux te présenter ? Donc moi, je m'appelle Camille et je travaille pour l'association Survie, qui milite contre la France-Afrique, le néocolonialisme français en Afrique et dans les territoires dits d'outre-mer. Super, Survie. Moi, j'adore. Ensuite, on a à ta droite. Kenan, du coup, pour Urgence Palestine. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter. Urgence Palestine, je pense que tout le monde connaît, surtout depuis que Darmanin a décidé de vous dissoudre. C'est Retailleau. Retailleau, oui, tu as raison. On a aussi Mathieu Rigousse, bienvenue. Salut, merci pour l'accueil. Alors toi, tu es militant, tu es chercheur, tu es auteur. Un peu tout ça, et du coup, pour toutes ces raisons-là, comme je bosse sur le colonialisme, l'impérialisme, le système sécuritaire, la guerre et le contrôle, forcément, je me retrouve avec les camarades, là, on s'accompagne mutuellement. Oui, ton dernier livre, excuse-moi, c'est... redis le titre, on va les voir aussi, c'est La Fabrique. La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire. Voilà, La Fabrique. Ouais. Ok, super. Et puis Jojo, on s'est vu déjà mercredi dernier, tu étais là pour notre soirée, notre grande soirée de fin de campagne. Oui, je suis passé par hasard et là, on est là pour parler de ce week-end et de cette coalition dont ce sera la première action ce week-end. Voilà, donc toi, tu es membre des Soulèvements de la Terre, que les gens comprennent bien. Super. Alors, avant de peut-être rentrer dans les détails, on a eu une information assez importante aujourd'hui. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, nous éclairer là-dessus. Il y a eu plusieurs articles. Il y a eu des réactions politiques puisque les organisateurs du Salon du Bourget ont pris cette décision de fermer les pavillons d'armes offensives d'Israël, une décision qui émanerait du gouvernement. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Comment vous avez vu ça aujourd'hui? Nous, on le voit comme masquer un stand pour masquer une complicité. La France ne se cache pas dans sa complicité avec l'État colonial d'Israël. Elle ne se cache pas dans son droit à la défense quand c'est elle qui attaque. Pour nous, c'est une complicité qui est marquée, mais qu'on essaye quand même de masquer à un moment où la France se veut faiseuse de paix, notamment avec le sommet Macron-Ben Salman, qui aura lieu à New York le 18, où ils veulent imposer un État palestinien et un siège de velours à l'ONU à une autorité qui ne représente pas le peuple palestinien. Oui, pour nous, c'est un peu c'est une mise en scène, c'est absurde parce que ça fait des mois en fait que on essaie de faire dire le droit international, national aux autorités françaises sur ce qui se passe à Gaza, mais aussi dans d'autres crimes de guerre. Et là, du jour au lendemain, il se rappelle qu'il y a une disposition, une réglementation qui interdit les armes offensives. Donc c'est assez absurde en fait de se rappeler de ça la veille du salon, alors que ça fait des mois qu'il y a une mobilisation massive, populaire, un peu partout en France, et aussi des actions en justice qui ont été lancées contre les organisateurs du salon pour justement les empêcher de promouvoir et d'accueillir des entreprises qui se rendent complices ou qui sont directement impliquées dans des crimes. Donc ouais, c'est une mascarade dont les autorités françaises ont le secret, et c'est aussi une façon de faire taire la critique, je pense, et de s'assurer que le salon se déroule aussi sans trop avoir de pertes, de manque à gagner, quoi. En tout cas, ça montre qu'ils sont sous pression. Et donc, c'est quelque chose en demi-teinte. C'est à la fois quelque chose d'insuffisant, comme l'ont très bien expliqué mes camarades. Il
il y a 7 stands d'entreprises israéliennes, il y en a 5 seulement qui ont été fermés. Il y a le stand du ministère de la Défense israélien qui reste ouvert et qui, lui, va pouvoir continuer à signer des contrats et à acquérir tout un ensemble d'armes, de composants, etc., qui servent dans le génocide. Par contre, c'est vraiment le produit quand même d'une pression populaire et judiciaire, comme tu l'as bien dit, Camille. Le fait que, d'un côté, on ait poursuivi les organisateurs du salon pour complicité de génocide, c'est quelque chose dont peut-être là, ils ont un peu peur ou honte et qu'ils essayent vulgairement de s'en dépatouiller. Et l'autre chose, qui est surtout encore plus importante que la question juridique, c'est la pression populaire. Ils sentent que cette mobilisation va être massive. Ils sentent que cette cible logique, ce supermarché de la mort et du génocide aux portes de Paris, peut fixer la colère et agréger plein de forces sociales et politiques différentes. Et donc, ils essayent de faire un contre-feu. Il n'empêche que ça reste quand même le fruit d'une pression. Et donc, on peut que s'en réjouir. C'est juste que c'est pas suffisant. Et que c'est pas suffisant pour faire cesser le génocide, et c'est pour ça il faut qu'on soit d'autant plus nombreux pour passer du petit coup de pression. Au contraire, il faut se dire que la pression fonctionne une certaine marge. Mathieu ? Non, moi, je suis d'accord avec ce que disent les camarades. C'est à la fois clairement la démonstration que la lutte, ça paye. Bon, c'est une victoire partielle en vérité parce que déjà, donc, il reste des entreprises israéliennes qui vont continuer à faire du business là, avec la France, passer des contrats, on se l'est dit. Et puis en fait, toutes les entreprises qui sont présentes dans ce salon-là ne font que vendre des systèmes de surveillance, de répression, d'armement qui finissent sur les classes populaires du monde. Les entreprises françaises qui sont au premier rang de ces salons-là, je pense, on peut prendre Thales, font elles-mêmes des bénéfices gigantesques sur la guerre, sur l'écrasement des peuples, et donc elles continuent à tirer profit de ce business général de la mort. Du coup, c'est d'une hypocrisie totale. On pourrait même se dire qu'en fait, c'est un peu... je ne sais pas si vous avez vu, ils ont embauché Jamy pour faire la facette un peu... Jamy de Fred et Jamy. Jamy de Fred et Jamy pour faire genre... Je suis extrêmement déçue. Toute mon enfance part en éclats. Eh bien oui, mais pourtant, on peut en parler parce qu'en fait... c'est con, génocide. C'est pas sorcier, avait régulièrement fait des émissions justement pour promouvoir le Rafale, pour promouvoir le nucléaire français en disant c'est super intéressant, c'est des technologies françaises, c'est génial. Et du coup là, ils ont sorti cette carte-là pour montrer, regardez, l'aéronautique civile, c'est génial, les papas emmènent leurs petits garçons voir les avions, etc. Ça, c'est une facette, c'est la facette idéologique un petit peu. Et puis de l'autre côté, il y a ces panneaux noirs qui font semblant que la France serait pas absolument mouillée dans une complicité historique, structurelle avec le génocide en Palestine, mais avec toute la colonisation et l'écrasement du peuple palestinien. Est-ce que l'un de vous, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut expliquer pourquoi vous avez choisi, peut-être un peu plus précisément qui vous êtes en tant que collectif, et pourquoi vous avez choisi précisément, c'est votre première, je crois, grosse mobilisation, hein, parce qu'on va remettre encore il y a de l'action, il y a des manifestations, il y a de la réflexion, enfin c'est un vrai truc. Pourquoi vous avez choisi cette semaine-là en particulier du Salon du Bourget? C'est vrai que du coup, donc, Guerre à la guerre, ça regroupe une vingtaine d'organisations, de collectifs et d'individus. Donc on a des objets de lutte et des moyens d'action qui sont très différents. Donc c'est à la fois des militants féministes, antiracistes, antifascistes, écolos, anti-impérialistes surtout. Et en fait, on a choisi le Salon du Bourget parce que c'est un endroit où toutes nos luttes convergent. À la fois, c'est donc ce moment, cette grand-messe entre les entreprises et les États qui vont donc désigner les menaces, les solutions à y apporter, les technologies qu'on peut utiliser pour réprimer à l'intérieur du territoire et faire la guerre à l'extérieur du territoire. Et donc, il y a une logique aussi d'accumulation de profits, et c'est ce que le travail de Mathieu met beaucoup en lumière. Et aussi, il y a toute la dimension espace aérien. Donc voilà, par exemple, des entreprises comme Airbus qui se rendent complices de la déportation des personnes exilées. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de ce salon. Et donc, pour nous, c'était un peu le premier rendez-vous idéal pour lancer un anti-militarisme un peu populaire et massif. Donc en fait, ce salon, les 5 premiers jours sont fermés au public. C'est uniquement un petit moment que les États et les entreprises se prennent entre eux pour signer des contrats. La dernière édition, ça a engrangé 150 milliards de dollars
2 contrats, donc en 5 jours, ce qui est assez énorme. Et ensuite, donc, les 3 derniers jours du salon, c'est le moment un peu plus familial avec donc les visites de famille, c'est ça, la vitrine un peu soft power. Et donc, notre mobilisation aura lieu donc, du 20 au 22, donc pendant la partie ouverte au public du Salon du Bourget. Et on a vraiment voulu proposer un espace, en fait, à la fois pour des prises de parole militantes et un partage des constats et des analyses politiques qui nous amènent à prendre position contre les guerres impérialistes et les guerres contre les ennemis de l'intérieur. Mais aussi, il faut que ce soit un moment qui nous permette de dégager des perspectives et des moyens d'action concrets, genre comment enrayer la machine de guerre très concrètement, cette guerre qui se fabrique à nos portes, au Salon du Bourget dans le 93, par exemple. Donc, il y aura des moments aussi d'organisation et de comment on peut s'opposer concrètement à ça, et des moments un peu plus festifs, donc avec des concerts et voilà, des moments un peu artistiques, quoi. Mais donc le vendredi soir, on commence avec un meeting à dimension un peu internationale, donc avec des invités de marque que UP nous ont débauchés. Alors là, on voit à l'écran, donc les gens voient, il y a Rima Hassan, c'est ça, Salah Amouri, Ouria Boutelja, enfin j'ai pas tous les nommés, Françoise Vergès, bon, parce que vous avez essayé d'être très large aussi dans ce front. Oui, c'est ça. En fait, on voulait aussi que ce soit un espace qui mette au cœur la question de l'anti-impérialisme et de l'anti-colonialisme, et aussi un peu qui soit le reflet de toutes ces nouvelles questions et de ce qui nous traverse à la lumière de ce qui se passe en Palestine. En fait, le génocide à Gaza, c'est un marqueur et c'est quelque chose qui redéfinit en fait la lutte anti-impérialiste aujourd'hui ici. Donc voilà, c'est un espace aussi qui se veut un peu à la tricontinentale. Il va y avoir des conférences qui mettent cette question-là à l'honneur, et la question de l'islamophobie aussi, qui est voilà, ce qui permet de faire le lien entre guerre contre le terrorisme à l'intérieur et dans nos territoires. Donc voilà, donc ce sera un espace de prise de parole qui met ça à l'honneur. En fait, avant cette année, l'année dernière, avec les mobilisations pour la Palestine, le mouvement anti-guerre ou le mouvement même anti-impérialiste était un peu mort, était un peu, même peut-être chez la jeunesse aussi, tu vois. Et on a vu avec Urgence Palestine comment ça a fait renaître la question anti-impérialiste et la question aussi de la matérialité de la guerre, c'est-à-dire les armes. Oui, mais il y a une prise de conscience globale du sujet de la guerre, et il y a un marqueur de vérité qu'est la Palestine. Quand on voit Netanyahou venir en France parler de peuple des ténèbres en ciblant les Arabes musulmans, et qu'en France, on a le même discours qui est répété et amplifié, plus une montée de l'islamophobie qui ne se cache plus, enfin, le parallèle est clair entre colonialisme, des peuples qui sont considérés comme inférieurs, qui sont considérés comme pas civilisés, qui sont considérés comme sauvages, etc. C'est tout ça que met en reflet et met à la lumière la lutte du peuple palestinien. C'est ce chemin-là couvre notre peuple. C'est ce chemin-là qu'on essaye de retransmettre avec Urgence Palestine. Et c'est ce chemin-là qui arrive et qui ouvre l'espace guerre à la guerre. Jojo ? Ouais, peut-être, je pense que faut pas avoir des prétentions démesurées. Je pense qu'il y a des collectifs qui, depuis longtemps, luttent sur ces questions-là et qui font partie de Guerre à la guerre, des collectifs antiracistes comme Tzedek, la Marche de Solidarité, des collectifs féministes. Et là, la tentative, c'est juste d'essayer de les réunir autour d'un calendrier commun et d'une cible logique. Et effectivement, la Palestine, c'est un révélateur, sauf que ce qu'on a constaté, c'est que toutes les manifestations palestines auxquelles on a pris part les unes les autres dans nos villes, elles étaient à la fois belles, intenses, etc., mais à la fois pas à la hauteur vraiment de l'enjeu, parce qu'elles n'avaient pas de prise matérielle réelle sur ce qui se passait à Gaza. Et on est quelques-unes à s'être dit dans ces organisations, tiens, mais en fait, une prise matérielle réelle, c'est le continuum armée, police, frontière. Et ça, en fait, c'est le complexe militaro-industriel français, c'est le complexe militaro-sécuritaire, policier, etc. Et ça, en fait, ça peut faire une cible, une prise commune. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se joue ces derniers temps. Il y a eu les manifs de rue, il y a eu les occupations d'universités, il y a eu là, très très récemment les dockers de Marseille. Là, ça commence à bouger à Roissy aussi, parce qu'il y a beaucoup d'armes, de composants qui passent par l'aéroport de Roissy. Je
pense qu'il y a la volonté que le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et le mouvement anti-impérialiste et anticolonialiste en général se donnent des objectifs matériels, se donnent des cibles matérielles. Et donc, effectivement, les salons militaires, les sites de production, les sites de transfert et de transport de l'ensemble de ces armes et composants qui vont directement être utilisés pour commettre le génocide en Palestine et des crimes de guerre et des crimes colonialistes au Yémen, au Soudan, etc. C'est à côté de chez nous, c'est à notre portée. Et donc l'idée, c'est vraiment de se rassembler autour de ces cibles logiques-là. On a vu le communiqué pendant que tu parlais. Faut les féliciter parce que c'est Sud aérien, hein, donc les avions, qui a pris une position très claire en disant que il fallait refuser qu'il y ait dans les avions des cargaisons qui pouvaient servir à faire la guerre aux Palestiniens et notamment d'être très vigilants sur les cargaisons à destination de Tel Aviv. Et ça, bravo, franchement. Chapeau d'avoir pris les syndicats, c'est quand même un point important. Mathieu. Ouais, donc, clairement, on l'a vu en fait là depuis le post-7 octobre en fait. Bon, mais c'était comme toutes les dynamiques de fond qu'on voit là, elles étaient évidemment là avant, mais dans le syndicalisme, dans le monde du travail, c'était une question qui était là en fait parmi les travailleurs et les travailleurs qui sont directement touchés dans leur vie, dans leur histoire personnelle, familiale par ces questions-là, et de l'autre côté en fait une espèce un empêchement à passer à l'action collective, offensive. En fait, il y a eu un travail de fond qui a été fait à l'intérieur dans le monde du travail. On l'a vu parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'été dernier, il y avait déjà eu une tentative de mobilisation contre un navire qui arrivait à Marseille. Et au rassemblement, franchement, il y avait 15 personnes. Et il y avait des travailleurs qui étaient là aussi, ils pétaient les plombs. En fait, ils disaient, mais nous, on ne veut pas participer à ce truc-là. Par contre, mettre en marche une énorme machine comme des confédérations syndicales, etc. Et on le voit comme dans d'autres mouvements sociaux, en fait. Il y a des dynamiques de base, de fond, où les gens, ils ont des colères et des révoltes de dingue. Et pour les transformer en dynamique collective offensive, en fait, ça prend du temps. C'est un militantisme souvent qui est invisible, de terrain, qui rapporte rien, à part des galères à l'intérieur, dans le travail lui-même, avec ta famille, etc. quoi. Donc ça aussi, comme d'autres choses, et comme la coalition elle-même, en fait, c'est l'aboutissement de détermination en termes de lutte, de gens qui persistent. Et voilà, et du coup, moi, je me retrouve là à chaque fois à redire, ouais, je suis d'accord avec mes camarades, évidemment, mais il y a un truc là qui se passe, effectivement, c'est que et dans la recherche critique d'un côté et justement dans les forces qui sont sur le terrain des luttes anticolonialistes, antiracistes, féministes, des mouvements révolutionnaires, qui est de se dire en fait là on est face à une évidence et la Palestine elle le démontre tous les jours, c'est qu'il y a un truc qui fait système, guerre intérieure, guerre globale, enfermement, prison, frontières, répression, surveillance, racisme d'État, toutes ces choses-là font un système historique, c'est-à-dire le capitalisme, il est racial et patriarcal depuis le début, il est aussi connecté aux industries militaires, sécuritaires, à la répression intérieure, elle est connectée aux guerres coloniales à travers toute l'histoire des derniers siècles. Il n'y a pas eu de moment où il y avait des États-nations qui étaient, je sais pas quoi, des trucs qui étaient du côté des peuples, etc. Ces machines-là, c'est des machines de guerre contre les peuples, et ça devient la Palestine est la démonstration évidente tous les jours et dans le cœur et dans le corps des gens partout dans le monde de cette mécanique-là. Et du coup, il y a un truc où c'est plus... les gens s'en emparent et s'en emparent par en bas avec leur colère, leur révolte, et du coup, ça porte ses fruits, quoi. Quand on parle de guerre, on parle de paix, mais de quelle paix on parle? Est-ce que c'est la paix, le statu quo? Est-ce que c'est la paix révolutionnaire, Nous, on va dire révolutionnaire, c'est-à-dire la transformation, et la transformation par la lutte. Moi, il y a une scène de film qui me marque, je crois, c'est un noir aux États-Unis qui parle de la différence entre paix et liberté. Il dit je peux vivre comme ça, je suis en paix, mais je suis pas libre. Et nous, l'objectif qu'on cherche, c'est vraiment la liberté. Enfin, être en paix avec des gens qui nous ont massacrés, expulsés, volés, génocidés maintenant, etc. Enfin, c'est quelle vie digne? Qui se prétend digne et vivre une vie comme ça? Qui se prétend digne et ne pas résister face à cela? Pour moi, c'est quelque chose d'important que de vraiment porter le fruit de la liberté jusqu'au bout, que de vraiment porter le combat de la liberté jusqu'au bout, d'en payer aussi, il faut en payer le prix, malheureusement, mais c'est le cheminement d'un peuple pour sa liberté, pour sa dignité, pour son histoire, pour ses martyrs aussi. On a un peuple qui a fait couler son sang, qui a
et qui, sur ce sang-là, et sur ces cadavres, et sur les ruines de ces villages, de son histoire, de ses traditions, voit s'installer aujourd'hui une machine coloniale, voit s'installer, voit comme clé de voûte celle de tout un système impérial, voit être en clé de voûte tout un système impérial. C'est aussi notre responsabilité à nous, Palestiniens, que de porter ce combat-là aussi pour le monde entier. Ce n'est pas notre seule responsabilité. On est aujourd'hui solidaires de nos frères de lutte kanak, de nos frères de lutte partout dans le monde qui luttent contre cet impérialisme-là. C'est aussi un devoir aussi de nous battre ensemble, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire dans ce cadre-là. Jojo Moi, je pense que si on a choisi de réactiver ce slogan guerre à la guerre, qui est un vieux slogan du mouvement ouvrier, c'est précisément parce qu'on n'est pas dans un héritage de pacifisme béat ou d'idéalisation de la non-violence ou je sais pas quoi. C'est précisément parce qu'on pense qu'il y a des luttes de libération nationale, qu'il y a des peuples, qu'il y a une nécessité d'un côté de désarmer le complexe militaire-industriel de nos États, mais pour ça, il y a aussi la nécessité de réarmer nos luttes, quoi. Et du coup, c'est un peu ça, je pense, qu'on essaie de porter à travers la réactivation de ce slogan. Quand on dit guerre à la guerre, on n'est pas dans le cadre d'une mobilisation, comme je disais, une espèce de pacifisme idéaliste. On pense que pour se défendre face à l'impérialisme ou face à des régimes autoritaires, les peuples, ils ont besoin à des moments de s'armer. Du coup, on n'est pas contre l'armement ou les armes par principe. Par contre, on est pour désarmer l'impérialisme. Et c'est un peu l'idée dans Guerre à la guerre, c'est aussi l'idée qu'on va essayer de déployer au fil du temps dans cette campagne, je l'espère, des formes plus offensives et pas simplement réclamatives ou revendicatives pour désarmer ce complexe militaro-industriel. Et je pense que c'est important pour nous. Et je voulais dire un dernier mot là-dessus, c'est que il y a quand même un héritage qui s'est affaissé, un héritage antimilitariste, anti-impérialiste, qui s'est affaissé. Je prends par exemple dans le champ de l'écologie, puisque nous, on est depuis les soulèvements de la Terre, je peux en parler. Il y avait quand même, je sais pas moi, aussi bien autour du Larzac que de la lutte antinucléaire, une position extrêmement claire sur les interventions françaises à l'extérieur, qui s'est beaucoup affaissée, là, quand on voit que les Verts, ils ont signé un peu pour toutes les interventions militaires de l'OTAN et à l'étranger, etc. Et donc, il y avait l'idée quand même de réactiver ce triple héritage, l'héritage du mouvement ouvrier, de Rosa Luxembourg, etc., guerre à la guerre, l'héritage des luttes anti-impérialistes, des luttes de libération nationale, l'héritage d'un certain féminisme et l'héritage d'une certaine écologie radicale, et de agréger ça dans la coalition. Jonathan est arrivé, Nathan Ruff, qui arrive comme ça. Oui. C'est la maison, quoi. T'es content? Il est bien le nouveau studio? Ouais, il est très beau, c'est très bien. Ouais. Donc Jonathan, qui est membre de Tzedek et qui est membre de l'UGFP aussi, qui est membre de beaucoup de choses. Et je crois que tu vois, tu es aussi un membre de Guerre à la guerre, c'est ça? Oui, absolument. Nous, Tzedek, on a rejoint Guerre à la guerre un petit peu pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. Alors, j'ai pas écouté si ils n'ont pas dit de bêtises. J'ai pas encore déroulé. D'accord, t'as pas encore déroulé. Voilà, toi, tu parlais clairement d'un affaissement des luttes. C'est sûr qu'avec la chute de l'altermondialisme au milieu des années 2000, on est arrivé à un moment où en fait les mouvements anti-guerre existaient absolument plus. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la question de la fabrique d'un ennemi intérieur qui se matérialise à la fois envers les musulmans, les habitants des quartiers populaires. Nous, la construction d'une figure d'altérité, on sait où est-ce que ça peut mener. On sait où est-ce que ça peut mener en tant que juifs et juifs, c'est-à-dire généralement à des trucs qui sont quand même assez sales. Et justement, dans l'idée de Guerre à la guerre, pour reprendre ce que disait Jojo, il y a aussi justement cette idée d'être combative et de dire si nous sommes des ennemis intérieurs, alors nous serons entre guillemets, là je vais prendre un vocabulaire belliqueux par provocation, mais des guerriers face à des guerriers contre un ordre établi en fait qui réprime les gens. Et l'idée, c'est justement aussi de faire le lien, entre guillemets, entre ces ennemis intérieurs et le continuum colonial, qui explique aussi la force la force de la France au niveau international. Voilà. Oui, mais
je pensais à ça en t'écoutant, quand les gens disent Israël assassin, Macron complice, un des slogans les plus criés dans les manifestations, ça se matérialise aussi par une complicité qu'il faut vraiment mettre en avant. Parce que quand les gens disent, plutôt les gens de l'autre côté disent la Palestine, c'est pas la France, peut-être, mais la France, elle est en Palestine quand on y envoie des cargaisons d'armement. Tu voulais, il y a un des vous deux qui voulait parler, j'ai senti. Ou toi? C'est vrai que nous, donc à Survie, un de nos combats historiques, c'est donc pour la reconnaissance de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a énormément de parallèles en fait à faire entre ce soutien inconditionnel aujourd'hui à l'État israélien et le soutien inconditionnel que la France a maintenu au gouvernement intérimaire rwandais qui était à l'origine du génocide. Enfin, c'est les mêmes mécanismes coloniaux qui ont permis la matérialité d'un génocide en 94 comme en 2024-2025. Donc ouais, et aussi on avait à cœur de rejoindre une coalition comme Guerre à la guerre parce que donc au-delà à côté de ces complicités de crimes de génocide, la France a une longue tradition de complicité de crimes, notamment à travers la vente d'armes qu'on fait à des régimes non démocratiques, qu'on aide à se maintenir au pouvoir pendant des décennies, donc au Moyen-Orient ou en Afrique, et qu'on arme, en fait, on leur vend le matériel répressif qu'ils vont utiliser sur les manifestants pacifistes qui réclament une alternance démocratique que la France entrave pour préserver ses intérêts. Donc ouais, c'est aussi replacer l'impérialisme français dans sa tradition de complicité de crimes odieux au détriment des populations, à la fois en Afrique et aussi en France, parce que voilà, on a tous ces débats sur l'économie de guerre et comment ça impacte aussi nos vies ici, et aussi dans la dimension liberticide de cette culture de l'impunité envers le militaire, et voilà, de toutes les mesures aussi qu'on va mettre en place à l'intérieur du territoire pour réprimer les mouvements militants de contestation, etc. Donc Macron complice, mais en fait France complice du génocide des Tutsis au Rwanda, des manifestants tchadiens qui sont réprimés, France complice de la répression au Cameroun. Enfin, c'est France complice de énormément de crimes, jusqu'aux crimes de génocide. Mathieu ? Ouais, moi je ferais bien même un lien qui va exactement dans le même sens, c'est celui avec l'apartheid sud-africain. La France a été complice, un allié historique de la ségrégation raciale en Afrique du Sud, Israël aussi. Israël faisait du business militaro-sécuritaire avec l'Afrique du Sud pendant que la France le faisait aussi, et les liens entre tout ça, c'est aussi que du coup, apartheid structurel historique en Palestine occupée, et la situation des quartiers populaires en France, et ou même qu'on peut allier avec celle des prisons et le régime des frontières, où on a une forme, moi ce que j'appelle de socio-apartheid, de ségrégation socio-raciale. Bien sûr, c'est pas la même chose que l'apartheid en Afrique du Sud ou en Palestine occupée, mais c'est une forme de ségrégation qui est raciale et qui passe par toutes sortes d'institutions, qui passe par le logement, la santé, la police, le travail, l'école, etc. Et du coup, qui est une discrimination systématique et une inégalité fondamentale sur laquelle s'organise la société française, au même titre que l'occupation sioniste en Palestine ou que l'était l'Afrique du Sud. Et du coup, le lien là, il se fait dans l'analyse, mais aussi dans la coalition Guerre à la guerre, avec en fait le fait qu'il y a une forme d'apartheid à un niveau global. En fait, le système des frontières, des camps, des centres de rétention, ça en fait c'est un ordre international où il y a des vies qui n'ont pas le droit à l'accès à la dignité, qui n'ont pas le droit à circuler, qui n'ont pas le droit simplement à l'existence, et qui sont exposées à des conditions de laisser mourir ou de faire mourir, et l'ensemble de l'ordre international est structuré par ça. Et dans la coalition Guerre à la guerre, il y a aussi cette reconnaissance-là, le fait de mettre la question des frontières et les luttes des exilés au cœur de la lutte contre la guerre impérialiste, et qui fait que du coup il y a les collectifs de sans-papiers, il y a la marche des solidarités qui sont au cœur du mouvement, et qui ont participé, comme ça a été dit, à désigner le Bourget comme une cible, parce que notamment l'aéroport du Bourget est un lieu de déportation, et donc voilà, ils ont aussi la place dans le meeting, dans les rencontres de ce week-end, et c'est une des forces importantes. D'ailleurs, je crois qu'il y a les jeunes de Belleville aussi qui auront la parole pendant ce week-end-là, justement avec cette volonté de mettre la question des frontières et des luttes des exilés. Que les gens comprennent bien.
Oui. Si je peux ajouter un truc, moi c'est plutôt sur le continuum colonial, mais qui va dans le sens de ce que tous deux vous avez dit. C'est aussi pourquoi la France fait ça. Il faut savoir que la France, jusqu'en 69, je crois, si je dis pas de bêtises, du moins jusqu'à après la guerre des 6 jours, elle était le premier exportateur d'armes vers Israël. Elle était le premier exportateur d'armes pour une raison, c'est que la France a bâti une école de lutte contre-insurrection, de gestion coloniale. Elle a bâti une école de colonialité et de colonialisme. Et que aujourd'hui, cette complicité-là, elle se traduit par la France a appris, mais maintenant elle apprend en retour. Et l'exemple qui matérialise le mieux cette chose-là, c'est le rapport du conflit que le gouvernement et que la police entretient avec les quartiers et les populations issues de l'immigration. Pour les émeutes, les révoltes qui ont suivi l'assassinat de Naël, la police française a demandé des conseils à la police israélienne. Et c'est quand même aberrant de voir des images de chars, de blindés avec des tourelles et des mitraillettes et des brigades, enfin de l'armée qui rentrent dans des quartiers. On se retrouve dans des mêmes situations qu'on a à Jénine où l'armée rentre dans les villes et villages palestiniens pour marquer sa présence, des images de reconquête. Il y a une vraie volonté de marquer un conflit colonial avec ces sociétés-là. Et Nathan ? Non, pas grand-chose à redire, si ce n'est qu'effectivement, c'est un savoir-faire qui date pas d'hier. Un autre exemple qui nous vient moins en tête, parce qu'il n'est pas forcément en rapport direct avec les anciennes colonies françaises, c'est l'Amérique du Sud. La France a été un énorme contributeur en fait, de l'école des dictateurs dans les années 60-70, où en fait, là encore, c'était des anciens de l'OAS qui ont importé leur savoir-faire aux côtés d'anciens nazis et de la CIA. C'est pas conspirationniste de dire ça, hein, pour importer un savoir-faire, mais qui s'est jamais véritablement arrêté à travers Israël, à travers la France-Afrique, à travers actuellement l'Égypte, à travers les monarchies du Golfe qu'on a quand même tendance à sous-estimer dans le rôle absolument néfaste qu'il y a derrière. Et en fait, là où c'est quelque part, moi je pense, entre guillemets un peu encourageant, en dehors du fait que la composante est extrêmement large, hein. Tu l'as dit Mathieu, on est quand même, je pense, une belle synthèse de l'autonomie des luttes et des combats qui ont été menés ces 12 dernières années, avec 10 années particulièrement actives entre 2015 et 2023. Pour moi, ça doit être aussi justement le début d'un point d'attache autour duquel on se rassemble, parce que la guerre, la domination policière, la militarisation de la société et le régime autoritaire, finalement, c'est quelque chose dans lequel on se retrouve toutes et tous à travers cette coalition. Et ce qu'on espère, hein, c'est aussi que ça redonne un second souffle en fait à tous les mouvements qu'on a traversés, que ce soit sur la lutte des classes avec la question des gilets jaunes ou la question de la militarisation. Elle est évidente vu que ça a permis en fait de mettre en avant le nombre de blessés, de mutilés et l'utilisation d'armes qui étaient avant utilisées évidemment que dans les quartiers populaires, les stades de foot et contre des manifestants qui mènent des actions d'une certaine intensité. Il y a évidemment toutes les manifestations contre les violences policières, je ne vais pas toutes les ressasser, et le lien qu'il y a pu y avoir avec l'environnement. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où les essais nucléaires de Mururoa, c'était quelque chose qui pouvait rassembler des dizaines de milliers de personnes, mais la question de Notre-Dame-des-Landes, avec une occupation militaire par des gendarmes, en fait, est également une lutte territoriale. Et voilà, on espère en fait, en tout cas aussi, que la gauche se réapproprie ces idées, parce que c'est quand même dingue que ce soit l'autonomie des luttes qui propose aujourd'hui un mouvement anti-guerre et un mouvement anti-impérialiste dans une séquence de fascisation totale, dans une période de génocide, à un moment où nos libertés individuelles et collectives sont en train vraiment d'être de plus en plus restreintes. Et ce qu'on espère, en fait, c'est que ça mette la puce à l'oreille de la gauche, qu'elle se dise, ouais, on a peut-être loupé quelque chose, peut-être qu'on devrait proposer, nous aussi, de prendre le relais ou de tendre la main pour qu'on construise un truc ensemble, quoi. Oui, vas-y. Je voulais juste rebondir sur un peu cette critique et cette absence de la gauche sur nos sujets. C'est vrai que l'échiquier politique français, c'est pas une grille de lecture qui va nous permettre de trouver des alliés quand on parle de France-Afrique ou quand on parle de guerre. Enfin, la gauche, elle est absente des hémicycles quand il y a un débat sur l'Afrique. Quand on débat du renouvellement du traité militaire entre la France et Djibouti,
Tu dis la gauche, tu parles de toute la gauche? Je parle de la gauche, oui, institutionnelle, qui se saisit pas du tout de ces sujets-là. Aussi parce qu'il y a un peu ce refus de faire le deuil de la recherche de puissance, qui est encore un problème dans l'héritage mitterrandiste de la gauche française, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est aussi un constat qu'on partage. Pas très populaire aussi. Ce deuil n'est pas très populaire. C'est vrai. Il n'a pas parlé à grand monde en disant que la France doit perdre sa puissance. Ah, mais il y a un sujet, quoi. Justement, c'est pour ça qu'il y a aussi il y a cette nécessité quand même de pointer du doigt le fait que cette recherche de puissance, elle est à l'origine de l'écrasement des Kanaks, elle est à l'origine du fait qu'on a pu faire 10 ans de guerre contre le terrorisme au Sahel et qu'il n'y a eu aucun bilan, qu'il y a une tolérance généralisée à chaque fois qu'on intervient à notre gré sur le continent africain. Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus, et c'est cette recherche de puissance qui nous rend complices au Rwanda en 1994 et qui nous rend complices du génocide aussi en Palestine. Enfin, donc voilà, et je voulais aussi donc dire, il y a une absence à la fois d'information, d'intérêt sur ces sujets-là. Donc en plus de notre pendant à Guerre à la guerre sur la matérialité de la guerre et le militantisme de terrain qu'on fait, il y a toute une partie aussi d'hégémonie culturelle et de pousser nos constats et nos analyses aussi dans le débat, déjà de les mettre à l'agenda, parce qu'en fait personne ne parle de France-Afrique. La Palestine aussi était restée absente pendant longtemps des débats. Donc voilà, il y a aussi ce sujet de pousser la gauche vers sa gauche sur ces sujets d'antimilitarisme. Vous avez vu la déclaration, si vous voulez réagir un petit peu là-dessus, la déclaration de la France par rapport à l'attaque d'Israël en Iran, hein, la défense de la France. Ils soutiennent Israël dans son droit à la défense, tout à fait, alors qu'Israël attaque. Tout à fait. C'est ça, non ? C'est ça. C'est le discours de Macron, c'est le discours du ministère des Affaires étrangères, et puis c'est le discours qui est tenu, qui nous surprend pas tellement, mais c'est encore l'occasion, pendant vos mobilisations, de réaffirmer non pas le droit d'Israël à se défendre, mais le droit d'aller dans le sens du droit et de la justice. Alors peut-être qu'on peut revoir les 3 jours, parce qu'on va bientôt terminer l'émission, les 3 jours de mobilisation, hein, c'est bien ça, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est samedi, la grosse manifestation à 14h, c'est là où vraiment on invite tout le monde. Là, il faut tout donner, là. Là, c'est le moment où il faut mobiliser les gens. Alors, allez-y. Le gros moment fort, mais après, moi, c'est parce que je suis un fanatique des manifestations, c'est mardi à 13h. C'est le moment où on va tous agir ensemble. Samedi, pardon. Samedi 21. Avant les concerts de la fête de la musique. Ah, donc il y a des concerts. Donc voilà, ça attire les gens. Un peu d'action, non ? Un peu d'action, gentil, quoi. Des petites surprises. Voilà, des petites surprises, mais rien de fou. Rien de fifou non plus, quoi. Voilà. Tout le monde peut venir. Voilà. C'est familial. Action populaire et familiale. Exactement. Mais néanmoins déterminé. Il y a un truc Parfait. aussi, il y a un truc pour les Parisiens. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Si vous n'êtes pas là, les Parisiens, franchement, c'est la honte. C'est vrai. Vraiment, c'est la honte de ouf. Faut juste prendre le RER, enfin même pas le métro. Et les gens du 93, là, venez pour une fois. Vous allez vous plaindre que on fait tout à Paris. Bah non, pour une fois, non. C'est à Bobigny, hein. C'est ça que. On commence vendredi avec des membres de la coalition et des guests qui viendront prendre la parole. Samedi, il y a une manifestation, et après, il y a des gros concerts pour la fête de la musique. Mais il y a qui ? On peut citer des blazes. Je sais pas si on peut déjà, mais il y en a au moins un qu'on peut. Vous êtes là pour donner envie. Je sais pas si on peut citer les blazes. Allez, faisons-le, de toute façon, il sort demain normalement. Bon alors, c'est à moi de le dire. En exclu. C'est lequel que je dois dire? Vas-y, hein. Dis les deux. Il y aura Limsa Dolné qui sera là. Ah ouais. Entre autres. Ouais. Je connais pas. Et un gros moment musique palestinienne, quoi. Ouais, et un gros moment musique Il y a palestinienne. Médine ou pas? Médine est déjà pris ailleurs, malheureusement. Non, mais c'est pas. Moi, voilà. Après, harcelez-le. Je le vois peut-être ça partout, passe. c'est pour ça. Ouais. Non, mais il y aura un beau moment de musique palestinienne avec toute une programmation qui est faite et qui va se terminer normalement avec un moment de dabke. Il y aura Limsa Dolné. Et puis quelques belles surprises, j'espère. Ah, des surprises. Bon. Et dimanche. Tu vas dimanche.
Dimanche, donc il y aura 2 gros temps forts, donc 2 tables rondes. La première sur agir contre la guerre sur son lieu de travail avec des syndicalistes justement qui vont nous parler très concrètement de comment on peut agir. Et ensuite le deuxième temps fort, donc l'après-midi, avec Mathieu et moi-même, on co-anime une table ronde sur le continuum colonial et sur sur comment faire face à la guerre globale. Donc on va parler Palestine, Sahel, anticolonialisme, guerre contre les ennemis de l'intérieur, donc guerre contre les musulmans, musulmanes, guerre contre les femmes, guerre contre les exilés et guerre contre Urgence Palestine, en gros. Enfin voilà, du coup. Guerre contre la répression. Collectif organisé politique. Exactement. Je le prononce. Ah oui, il y a quelqu'un qui demandait où c'était. Alors ce sera à la Bourse du Travail de Bobigny. Et on remercie encore les camarades de la CGT 93 qui nous ouvrent les portes de la Bourse du Travail. Et on sera aussi dans le parc devant. Donc venez nombreuses. Il y aura aussi un grand village anti-guerre. Ouais, c'est facile d'accès. Facile d'accès, métro 5. Il y a une station de métro, de tram derrière. Vraiment, c'est tranquille. Et si vous venez pas, vous allez regretter. Et puis c'est surtout important, un peu j'ai l'impression, notre tâche, et c'est ce qu'on essaie avec cette coalition, de lutter contre son propre impérialisme, l'impérialisme de son pays. Et là, c'est une bonne occasion de le faire. Il y a des camarades qui sont en train de marcher vers Ramallah, là. Il y en a qui sont partis en bateau. Là, c'est juste à côté, il y a un levier, une action populaire, concrète, précise, qu'on peut faire ensemble et qui les fait flipper. Donc, venez. On est au cœur de la bête, autant que ça nous... de cibler au bon endroit. Justement, tu parles de ça, je voulais quand même, on va finir peut-être sur une bonne nouvelle parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Vous avez vu que Yanis Hamdi avait été libéré, le journaliste de Blast. Donc on est content, il a été libéré je crois tout à l'heure ou cette nuit. Ouais, extrait vers la Jordanie. Voilà, extrait vers la Jordanie. Donc il est resté quand même une bonne semaine, il me semble, emprisonné par Israël. Donc il est libre aujourd'hui. Il a été bien courageux et on a hâte de l'entendre et qu'il nous continue, puisque très déterminé aussi. Et voilà, je viens d'être extradé en Jordanie. Merci à tous pour votre mobilisation. Oui, enfin libre. Très belle mobilisation aussi autour de ça. Et bientôt la Palestine sera libre. Inch'Allah. Merci à tous. On se retrouve dans quelques jours pour la mobilisation. Merci Jojo, merci Mathieu, merci Jonathan le squatter. Merci. Rappelle-moi ton nom. Tu n'y arrives pas. La communication est même pas j'y arrive J'étais pas. prévu à la base. Kinan. Ah, c'était prévu. Toutes mes excuses, messire. Je ne savais pas. Kinan. Je ne serais pas venu. Kinan. Et merci Camille. Voilà. Et puis merci à tous. Merci au chat. Merci à la technique. Christophe, Yazid, Olivier, Yacine et Adrien, voilà. Et on vous rappelle le Tipeee, le Tipeee de Parole d'Honneur, les dons mensuels si possible, gros si possible, mais si vous pouvez pas, 1 euro c'est bien aussi. Et puis on vous donne rendez-vous cette semaine pour une grosse émission. On va vous annoncer ça sur l'Iran. Et pour tout bien comprendre. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous.